Bienvenue sur les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. 2 fois par mois, nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Fondateurs de start-up, d'associations ou intrapreneurs, leurs projets soutiennent le développement durable, des causes sociales, humanitaires, animales, des alternatives à la médecine traditionnelle ou encore l'éducation. Ils se livrent et nous racontent leur transition, ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit. Et à partir de ce moment-là, en fait, dans la compréhension intime des métiers dans l'agriculture, je me suis dit, mais on peut pas critiquer bêtement de loin ceux qu'on avait l'impression d'être les plus pollueurs, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et cette première expérience, elle m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin et d'arrêter de critiquer ceux dont j'avais l'impression qu'ils étaient les plus gros pollueurs, même mes amis. Et je me suis concentré sur, déjà, fais des choses pour toi et sois bien avec ta démarche. Et puis, tu rayonneras, comme disait Gandhi, par toi-même parce que tu te sens bien dans ce que tu fais. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, Lucie, qui prend les commandes du micro d'aujourd'hui pour vous introduire ce 4e épisode du podcast de la bascule. Avant de vous présenter notre nouvelle invitée, je souhaitais vous remercier au nom de l'équipe pour l'accueil chaleureux que vous avez offert à ce projet. Chacun de vos retours nous touche en plein cœur et ouvre les portes vers de nombreuses belles interviews à venir. Alors voilà, merci du fond du cœur. Maintenant, je ferme cette petite parenthèse pour vous parler de Sébastien Vray, que j'ai eu le plaisir d'interviewer au printemps dernier. Si je devais décrire Sébastien en quelques mots, je dirais que c'est un serial entrepreneur avec de fortes valeurs militantes. L'injustice et les problèmes environnementaux lui servent de moteur pour agir au quotidien. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Respire, l'Association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Eh bien, c'est Sébastien qui est derrière sa création. Depuis 2011, il défend avec courage le droit à la respiration d'un air pur pour tous les citoyens, en attaquant d'ailleurs l'État, qui a été condamné en juin dernier par 3 fois. Pour les adeptes des sorties parisiennes, peut-être l'avez-vous même croisé au détour d'un mojito bio et équitable à la Petite Chaufferie. Ce bar à succès qu'il a fondé en 2013 avec 4 amis, a programmé pendant 4 ans des DJ de la scène électro et proposé à ses clients toute une carte de boissons bio. Aujourd'hui, Sébastien est à la tête d'une start-up du nom de Courseur, une application mobile de liste de courses d'un nouveau genre qui permet de mieux s'organiser au quotidien et d'optimiser ses trajets avec d'autres utilisateurs, une sorte de Blablacar des courses quoi. Et là, je ne vous parle que de ses projets de plus grande envergure, parce que vous allez voir que Sébastien n'a jamais été à court d'idées pour donner vie à ses envies, tout au long de son parcours. Il s'est prêté au jeu des interviews de la bascule, en partageant ses réussites, mais aussi ses remises en question et l'envers du décor en toute authenticité. Au-delà de ses projets, c'est une vraie mise à nu qui s'opère et où on parle de transformation, d'énergie créatrice et d'amour pour soi. Bonne écoute. Salut Sébastien. Salut Lucie. Comment tu vas ? Écoute, aujourd'hui je vais bien parce que je suis avec une super équipe en ce moment pour mon nouveau projet qui dure depuis 2 ans. Et je suis accueilli dans une magnifique agence qui s'appelle Pixelis, dont les locaux sont juste magnifiques, cadre de travail magnifique. Et puis je commence à comprendre ce que c'est être un dirigeant en fait. Et je commence à bien kiffer ce statut-là, de mieux l'assumer, de mieux le comprendre, de mieux organiser ma vie et mes journées d'entrepreneur. Super, donc une bonne journée qui commence. Oui, une très bonne journée qui commence. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Toi, t'es un serial entrepreneur militant, on va dire. T'as un parcours qui est très riche, très diversifié. T'es à la tête de plusieurs... tu es et as été, donc du coup, à la tête de plusieurs startups, des projets variés. Et pour commencer, je voulais te demander un peu comment t'en étais arrivé là et si ce sont des sujets
donc de tout ce qui est lié au développement durable, etc. Enfin, les sujets que tu mets en avant dans tes projets, si ça t'a toujours touché et pour lesquels tu pensais être acteur un jour ou si ça arrivait un peu par hasard. Alors, toujours, quand on s'interroge sur pourquoi on est devenu comme ça, je vais dire que moi, je suis vendéen et je suis de la campagne. Mhm. Et j'ai toujours traîné dans la nature avec mon frère, énormément, avec mon voisin, mes copains. Et du coup, j'ai une sensibilité à la nature, aux intempéries, au changement de saison, à ce qui pousse dans le jardin, à ce qui se trouve dans la nature. Et je crois que je l'ai cultivé depuis ce temps-là, avec une maman qui m'a laissé la liberté d'entreprendre, tout en étant derrière en sécurité. Et du coup, elle m'a toujours expliqué les risques d'aller essayer des nouvelles choses, mais elle m'a toujours encouragé à le faire. Alors, elle était toujours dans la crainte, mais en tout cas, j'ai pu expérimenter et me gaufrer en fait à chaque fois. Je me suis brûlé avec des feux d'artifice. J'ai essayé de fumer des vieux trucs avec de la lavande dans des pipes. Enfin, on a tout essayé. Et du coup, c'est certainement aussi de ce côté d'essayer, se faire mal, faire des tremplins avec son vélo, avec des parpaings et des planches, et puis se gaufrer dans les orties, dans le fossé. C'est certainement ce petit côté-là. J'essaye, je me gaufre, mais au moins je sais à quoi m'attendre pour ma nouvelle expérience. Je crois que ça forge à la fois un côté entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est entreprendre sans savoir ce qui va se passer, avec une sensibilité environnementale pour la nature qui m'est venue depuis de mon cadre géographique et mon cadre familial. Et c'est comme ça qu'au cours de mes études, j'ai toujours orienté, un peu à l'arrache, j'avoue, parce que je n'étais pas l'élève qui se mettait au premier rang. Mhm. Euh, je me suis toujours orienté vers l'intérêt général. Donc, j'ai commencé par un IUT information et communication, et c'était la communication des entreprises. Et au bout de la deuxième année, ça m'a saoulé, parce que je me dis, j'ai pas envie de faire de la communication pour des marques privées qui nous polluent, qui veulent faire du fric. J'étais vraiment dans un truc pas très entreprise, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé un master en communication politique et publique à Paris 12, Mhm. qui était parfait parce que c'était de la communication pour des ONG, la communication pour les collectivités territoriales. C'est une mairie, une institution, et toujours la visée de l'intérêt général. Et, et voilà un peu Donc pour finalement, ce qui a entraîné ce que je suis aujourd'hui. ça s'est fait assez naturellement en fait. Toujours naturellement. Je crois que à chaque fois que j'essayais de savoir ce que je voulais faire, j'y arrivais pas. Et c'était pas on parle de time to market, mais là c'est le time to myself ou le time to decide. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment sur le fil à chaque fois. Ok. C'est important parce que en fait, ne pas se forcer à faire quelque chose si on le sent pas. Je crois que ça fait partie aussi des caractéristiques enfin, de ma caractéristique d'entrepreneur. Il faut que je sente les choses, sinon je les ferai pas si bien que ça si je les aime pas. Je suis très mauvais commercial, mais par contre, je sais très bien vendre ce que j'ai à défendre. Hmm. Et du coup, après, comment tu en es venu justement à cette envie d'entreprendre? Parce que j'imagine que tu as quand même travaillé avec des entités avant de te lancer, toi, dans tes propres projets. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai travaillé, comme beaucoup de jeunes, à faire des saisons. Avant de faire le boulot, en fait, dans la définition un peu classique, quand on est étudiant, on bosse pour faire un peu de sous. Mhm. Et j'ai castré des maïs à 17 ans. Je me suis dit, jamais je ferai ça. Ensuite, j'ai travaillé dans une usine de fabrication de pneus très connue en France. Ok. Et j'ai fait des 3-8. J'étais à l'usine pendant des mois. Je travaillais le week-end aussi. Et c'était dur. C'était vraiment très dur. Et je savais que je ne pourrais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Et donc, en fait, mes études m'ont amené à toujours pousser la réflexion une réflexion politique, une réflexion sociétale, environnementale. Et du coup, un jour, après mon master,
fallait que je trouve un stage et j'ai tapé sur Google à l'arrache communication, environnement. Et je suis tombé sur Green is Beautiful. C'était un regroupement de gens qui avaient des postes dans l'environnement, dans les ONG, qui avaient l'intention déjà en 2005, qui avaient envie de défricher le green, le développement durable, en disant, hey, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit vraiment plaisant à regarder, plaisant à vivre, que ça soit désirable. Sinon, on ne véhiculera pas assez vite les idées du développement durable. Et donc, j'ai appelé la nana qui s'en occupait. J'ai rencontré des gens formidables qui étaient en poste à la Caisse des dépôts, au WWF, dans des grosses boîtes, qui étaient des gens brillants, qui le sont toujours des gens brillants. Et ça s'est très mal passé avec le stage avec cette personne-là. Mais le directeur de la com du WWF, au final, m'a dit bah, Sébastien, viens finir ton stage au WWF. Et je lui ai dit sérieux. Il m'a dit bah oui, viens, tu vas voir, on est bien là-bas, à Boulogne. Et j'y suis allé et ça a été le début de l'épopée environnement, où là j'ai pu apprendre des milliers de choses auprès de surtout des personnes qui travaillaient à ce qu'on appelle la conservation, donc le département des programmes au WWF France, où on avait des gens hyper impliqués sur la biodiversité, l'agriculture, l'eau douce, la pêche, le dérèglement climatique, l'urbanisme, l'énergie. En fait, c'était que des gens qui avaient fait des études, soit de biologistes, des ingénieurs dans l'environnement. Et donc, on allait à la cantine, on marchait, et j'étais qu'avec ces gens-là parce qu'ils me fascinaient de leur niveau de connaissance. Et du coup, moi, j'ai travaillé à la communication, et j'avais donc forcément la nécessité d'apprendre et de bien comprendre pour traduire. Parce que d'un côté, ceux qui parlent environnement d'un point de vue technique, pouvaient débarquer dans le bureau en disant il faut faire un communiqué de presse et ils nous pondaient un truc de 3 pages, imbitable. Donc il fallait commencer à réduire et à séduire et à expliquer les choses de manière plus simple, à leur grande âme d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a eu pendant 3 ans, j'ai vécu une magnifique expérience à la communication avec des gens qui sont aujourd'hui dans des parcours très différents. Je pense notamment à un gars qui était aux relations presse, avec qui je m'entends toujours très bien, qui est aujourd'hui le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, alors que moi, par ailleurs, j'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air. Donc on s'est retrouvés d'ailleurs longtemps après en train de faire des débats en direct sur Europe 1, par exemple. Ok. Et du coup, toi, comment ça t'est venu justement quel a été le moment où tu t'es dit, bon, maintenant, je suis prêt à lancer mes propres projets? Comment c'est venu? Ça a été des rencontres? Ça a été des opportunités? Ça a été surtout une espèce de rage. C'est peut-être pas très beau à dire, mais en fait, quand on commence dans l'environnement, souvent, je trouve enfin, moi, j'ai été jeune et con et hyper moraliste, et je pensais que la pensée environnementale, c'était la meilleure. Donc, j'avais une attitude dégueulasse avec les gens. Je leur disais, mais attends, tu fais n'importe quoi. Dès que je voyais un robinet couler de plus de 5 secondes, franchement, ça me crispait, je le voyais tout. C'était hallucinant. Moi, j'en étais à trier les poubelles du WWF, à récupérer toutes les poubelles du WWF pour refaire le tri de ceux qui n'avaient pas trié au WWF. Et à faire des mails hyper longs en leur disant bon les gars, vous avez vu, là j'ai pris des photos, on a une poubelle qui pèse tant, j'ai fait le tri, elle pèse tant, donc la prochaine fois vous allez trier. Et je trouvais qu'ils n'allaient pas assez loin, ils n'allaient pas assez vite, pas assez fort. Et donc je suis parti en très bon terme avec tout le monde. Vraiment, j'ai tous mes amis, j'ai énormément d'amis qui sont partis qui ont pollinisé l'écosystème environnement et entreprise. C'était la formule de mon ancien directeur général. Je me suis dit, il faut absolument convaincre plus les décideurs, et donc l'aspect économique a été hyper important. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire des études de marché, aller démarcher des clients dans les matériaux environnement, etc. J'ai bossé aussi pour le WWF et j'ai fait des études de filière.
Donc, j'ai fondé une petite boîte qui s'appelle Consultant Naturel. Et donc, j'ai recruté des copains et des gens pour faire de la cartographie sur les matières premières, par exemple sur le soja, étude de filière sur le soja, c'est où est-ce qu'il est produit, dans quel pays, en combien de tonnes il arrive en France, dans quel port, quel type de cargo, ensuite c'est quelle coopérative qu'il a acheté, quel trader a acheté, qu'est-ce qu'ils en font, et après ça part en alimentation animale, donc la composition, etc. Donc voilà, tout détaillé pour avoir une vue très claire de là où il faut intervenir et surtout avoir une bonne compréhension des acteurs parce que quand on arrive dans l'environnement et qu'on assène des vérités un peu extérieures sans bien mesurer le métier de chacun, on se prend un mur. Et quand j'ai étudié le maïs, moi c'est ça qui m'a fait un peu mettre de l'eau dans mon vin au fur et à mesure. On a écrit avec Thibaut et Philippe une étude sur le maïs qui fait 130 pages sur l'économie du maïs, 130 pages. Hein. Ah oui, C'est-à-dire que ouais, c'est assez costaud, c'est de l'étude, de l'analyse de data, de base de données agricoles. En fait, on se rend compte que l'agriculteur, celui qu'on critique parce qu'on dit qu'il pollue, parce qu'il met des pesticides, etc. En fait, on se rend compte au fur et à mesure, quand on regarde ses charges, l'utilisation de son tracteur, l'essence, le temps passé, il fallait qu'il achète des graines à une coopérative. Et puis, pourquoi il met des pesticides? Parce que sinon, sa récolte, peut-être il va la mettre en péril, et lui, c'est son gagne-pain. Et le maïs, il est coté, donc il y a des gens qui vont l'acheter. Et donc, tout l'investissement, c'est-à-dire que le gars, sur 50 hectares, il aura déjà dépensé 50 000 euros avant d'avoir vendu son maïs. Alors, imagine s'il perd son maïs. Donc, on peut critiquer le fait que ça soit du maïs, que ça soit de la monoculture, que ce soit des pesticides. Mais si on ne comprend pas la réalité de cette personne-là qui a des dettes parce qu'il a un entrepôt, il a investi dans un appareil de production, qu'il a déjà 50 000 euros de trésorerie dehors avant d'avoir vendu son maïs, je peux dire que oui, il va mettre des pesticides pour assurer sa récolte, parce que sinon, on ne lui achètera pas. Et à partir de ce moment-là, en fait, dans la compréhension intime des métiers dans l'agriculture, je me suis dit, mais on peut pas critiquer bêtement de loin ceux qu'on avait l'impression d'être les plus pollueurs, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et cette première expérience, elle m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin et d'arrêter de critiquer ceux dont j'avais l'impression qu'ils étaient les plus gros pollueurs, même mes amis. Et je me suis concentré sur, bon, déjà, fais des choses pour toi et sois bien avec ta démarche. Et puis, et tu rayonneras, comme disait Gandhi, par toi-même parce que tu te sens bien dans ce que tu fais. Donc ça a été une vraie prise de conscience à ce moment-là. Ouais, vraie prise de conscience surtout de la méthode, parce que de la méthode pour aborder le développement durable. Et parce qu'on part en tant que jeune gauchiste avec plein d'idéaux sur l'environnement, on a beau avoir un certain nombre de connaissances, lire le monde, être super cultivé, on est con et prétentieux, et on pense savoir mieux que tout le monde. Ensuite, on met de l'eau dans son vin, on comprend mieux les choses, on se rend compte qu'il y a de la complexité. Et donc, comment ensuite, et le challenge, il vient de plus en plus, on est toujours attiré par le challenge de comment je vais faire pour aider à convertir l'ensemble de la société et des acteurs économiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, juste après, j'ai monté un bar avec des copains et que on a éprouvé les joies du commerce de proximité, d'être un commerçant, de vendre des boissons, de faire de l'animation, de gérer un budget, de nettoyer les chiottes à 3 heures du matin, enfin voilà, d'être dans le jus, dans le dur. Et c'est à ce moment-là, tu te dis, quand les mecs viennent te dire, bon les gars, vos pailles, là, elles sont en plastique, et ben moi, c'est ce que j'aurais dit quand j'avais 20 ans, 22 ans. Maintenant, je lui dis, écoute, j'ai essayé les pailles en carton, j'ai tous les gens, ils revenaient à moitié du verre en me disant, elle est en train de fondre, elle est en train de foutre des morceaux dans mon Morito. J'en avais 5000 dans la cave. Je peux te dire que le mec, quand il arrive et qu'il me critique bêtement le truc, je le défonce. Parce que il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu et la difficulté de passer, de changer. Ah, t'es passé à l'envers du décor à ce moment-là. C'est ça, dans la réalité de terrain. Et donc oui, dans ce bar-là, on avait la vodka était bio, la tequila était bio, le whisky était bio, on a référencé, tout était bio chez nous.
Donc, ouais, ok. Donc, quand le mec vient nous dire, ouais, vous avez foutu la clim, oui, vous avez eu ceci, mais je lui dis, genre, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'ai fait ma part, j'ai avancé. J'ai 14 fournisseurs de boissons, d'alcool, de machin, alors que les bars traditionnels, ils en ont deux, trois. Donc, t'imagines l'implication pour aller sourcer tout ça. Donc, viens pas me faire chier avec tes pailles en plastique. D'ailleurs, si tu veux pas de paille, tu prends pas de paille et tu me demandes de pas mettre de paille, quoi. Donc oui, voilà, on progresse sur plein de choses, mais on peut pas être irréprochable. Et donc, on arrive dans le débat entre les purs et les impurs, et ça, c'est stérile. Hmm. Parce qu'on sera toujours l'impur de quelqu'un, comme on dit qu'on sera toujours le con de quelqu'un. Donc voilà, le bar, la petite chaufferie. Et pour revenir sur l'aspect désirable du développement durable, on n'a pas mis trop l'accent sur le bio, le fait qu'on était tout bio, on a surtout mis l'accent sur ce qui faisait plaisir aux gens, à savoir la musique électro. Hmm. Et nous, on avait besoin d'avoir une musique électro, instrumentale, hyper sympa et à notre goût. Et c'est comme ça que on a communiqué avec 3 DJ par semaine, et c'est comme ça qu'on a été connus. C'est comme ça qu'on est passé dans la presse, qu'on a été élu, et j'en suis pas peu fier, meilleur bar à musique de Time Out Paris en 2014. Pas mal. Et on l'a fait parce que les gens venaient pour la musique électro, l'ambiance, parce que c'était les patrons derrière le comptoir qui mouillaient la chemise. Et le petit plus, quand on leur disait, mais on était fiers de montrer la bouteille de rhum bio et équitable qui venait de la coopérative en Haïti. Hmm. On lui disait, mais bah, regarde, en fait, toi, ton Morito, il est fait avec de l'alcool bio et équitable. Je fais, oh putain, mais les mecs, vous êtes vraiment géniaux, quoi. Et là, voilà, la fierté de ne pas avoir asséné notre argument au développement durable, mais de faire en sorte que la personne soit venue par plaisir et qu'en plus, on lui ajoute ce supplément de valeur C'était votre qui est contribution à vous, quoi. exactement contribution à nous, ouais. Exactement. Et après ça, ensuite, qu'est-ce qui s'est Et, passé? et en fait, alors malheureusement avec moi, c'est que on peut pas dire après ça parce que en même temps que ça, Ouais. en même temps que consultant naturel, la première boîte que j'avais montée avec Thibaut, qui est d'ailleurs ensuite, quand on a cessé la boîte, lui il est parti ouvrir une biocop du côté de Bordeaux. Ok. Euh, En fait, en parallèle, j'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air qui s'appelle Respire, qui est devenue aujourd'hui l'ONG de référence sur le sujet. Donc Thibaut et des copains justement m'ont aidé à faire les petites assemblées générales et on a monté Respire. Et donc voilà, j'ai un peu dédié, et Thibaut aussi d'ailleurs, on a un peu dédié la moitié de notre semaine à chaque fois à Respire, à écrire des articles sur le sujet, à préparer des coups juridiques. Et on a un peu planté la boîte, notre première boîte comme ça. Ok. Donc c'est le petit point dans les entrepreneurs, c'est qu'au début, quand on a beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, on fait un peu la girouette. Hmm. Et on saisit les opportunités au vol sans se rendre compte que l'implication physique et en temps, elle est énorme et qu'on ne fera pas si bien les choses que quand on les fait à plein temps. Ouais. En revanche, de toute façon, Respire, j'étais pas payé. Le bar, j'étais moitié payé. Et donc, j'avais mon activité de conseil en auto-entrepreneur. Je faisais du conseil en relations publiques, Hmm. notamment pour des startups, où j'ai continué à faire des études pour des mutuelles, sur la santé connectée, par exemple. En fait, voilà, moi, ma force, c'est que, en fait, je suis un consultant. Un consultant, c'est un mec qui sait rien, mais qui sait consulter ceux qui savent et en Hmm. faire des synthèses pour ensuite les comprendre et bien les transmettre à ceux qui ont besoin de savoir. Donc il y a plein de gens qui ont la tête bien faite et que une fois qu'on a une tête bien faite, ben, et une ardeur et une envie à défendre, à changer le monde, on a déjà les premières caractéristiques d'un entrepreneur. Parce que toi, finalement, dans ta démarche, quelle est ta motivation profonde? La motivation profonde, c'est l'injustice. Hmm. Je crois que mon moteur, c'est l'injustice. Et je crois que... Alors, l'injustice et l'ego. Ah. Il faut pas se voiler la face. Quand, euh, Quand je monte Respire, je suis sur mon vélo au mois d'août en plein Paris, ça pue. On se fait gazer, hein, littéralement. Hmm. Et j'ai une rage interne. J'ai envie de prendre une clé à molette, de taper dans les rétroviseurs de bagnole au moindre écart de conduite. Je suis vraiment vénère.
Et donc, je transforme cette attitude c'est carrément de la haine, hein. C'est de la haine parce que je me sens pas respecté. Je me sens pas respecté. C'est comme si on te mettait un gaz d'échappement, des gaz d'échappement dans un garage fermé, ça t'asphyxie. Il y en a qui se suicident comme ça. Et en fait, on touche à ma petite personne, Sébastien Vrai. Donc, c'est l'ego qui parle. Ouais. Et donc, avec ce moteur-là d'ego, je le mets à profit parce que je suis pas le seul en fait dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Il y a les asthmatiques, il y a des gens qui ont des BPCO, il y a des personnes âgées, des enfants. Et en fait, au fur et à mesure, je transforme cette énergie de haine en énergie créatrice pour résoudre un problème. Et comme en fait, j'avais aussi un problème que j'ai résolu avec ma psy, que j'ai vu récemment sur l'argent, en fait, cette énergie créatrice, je l'ai mise à profit, mais avec une détestation de l'argent. Donc, quand j'ai créé Respire, on a fait des choses formidables. Aujourd'hui, Olivier qui a repris Respire et Franck Olivier qui ont repris Respire, avec les pics de pollution derniers, ils sont passés sur tous les médias. Ils ont fait Europe 1, j'ai encore vu TF1 dans les bureaux ici. Moi, j'ai fait Europe 1 aussi encore à la radio il n'y a pas plus tard que 2 jours. Et on a tellement donné de nous-mêmes sans penser à l'argent. Et ce qui fait que ça nous a quand même limité un peu dans le développement de l'ONG. Donc, donc, pour revenir à la question, ma force, c'est donc l'injustice. Je déteste l'injustice. Quelqu'un qui va pas se lever pour une grand-mère dans le métro, ça va m'horripiler. Quelqu'un qui va déverser, je vais voir de la mousse dans une rivière, je me dis putain, il y a des mecs qui ont jeté des trucs dans la rivière. Moi, je me rappelle un nouvel an, on est nouvel an avec des copains, on va marcher au bord de la mer, et on a des boulettes de fioul partout sur la plage parce qu'il y a eu l'Erika. Et en fait, je me dis mais putain, je dis putain, donc je suis vulgaire. C'est ça. J'ai envie de dire, allez vous faire en. J'ai vraiment envie je crache des insultes. Mais du coup, tu agis derrière. C'est pas juste de la rage que tu cries. C'est-à-dire que ta façon d'exprimer ta rage, c'est de faire des choses. C'est de faire des choses et de les faire de manière intelligente. Parce que quelqu'un qui dit allez vous faire foutre, ça marche pas. On le regarde, il dit toi, on ne veut pas te parler. Et donc Respire, ça a été à des articles sur des études scientifiques. Donc, quand tu prends une étude de The Lancet, du British Medical Journal, du bulletin épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire, etc., tu racontes ces choses-là, tu dis, voilà, les scientifiques du monde entier sérieux ont dit qu'il y avait un problème sur la pollution de l'air, de la pollution de l'air sur les gens, qu'il y a une réglementation, et je vous détaille la réglementation de manière sérieuse et je vous montre qu'on dépasse la réglementation. Donc, il faut agir puisque la réglementation n'est pas appliquée et qu'il y a des études, qui font qui montrent qu'il y a un impact sanitaire énorme. Donc et avec un aspect communication. Ta force aussi, c'est tout ce que tu as appris pendant toutes ces années, toutes les connaissances que tu as emmagasinées. C'est ça. Et la curiosité d'aller chercher, la communication, bien sûr. Et voilà, comment on parle bien devant une caméra, comment on parle, comment faire passer on les a messages, envie d'attirer. Exactement. Donc en fait, toute cette injustice et cet ego, et donc l'ego, la partie ego, c'est, je peux être que fier en fait. J'aimais bien me gargariser, de dire ah, c'est toi qui as monté Respire. Ah ouais, au fond de moi, je suis hyper fier. Ah, c'est toi qui as monté la petite chaufferie. Ah putain, j'y suis déjà allé avec des copains. C'était génial. On a vu tel DJ. C'était vraiment super. En fait, on est hyper fier de faire ça. Donc, c'est l'ego qui parle. Donc, après, il faut savoir le gérer. Mon ex m'a beaucoup appris à le gérer, arrêter de se la péter, mais il t'a été utile en tout cas pour entreprendre. C'est ça, voilà. Et t'as un autre, t'as créé une autre entreprise il y a pas très longtemps, il me semble, le Courseur. Exactement, il y a 2 ans, je me suis lancé dans une entreprise, dans une entreprise qui est une start-up de livraison collaborative entre particuliers en zone rurale. C'est un mélange de comment on réduit l'usage de la voiture en zone rurale, là où elle est nécessaire. Au lieu de dire aux gens, arrêtez de prendre votre voiture, on essaie d'apporter une solution qui convienne à tout le monde. L'idée, c'est que tous ceux qui font des trajets en voiture pour aller au supermarché chaque semaine, on leur dise, mais écoutez, puisque tu y vas,
est-ce que tu voudrais pas faire les courses en même temps que tu rentres dans le magasin? Fais les courses pour quelqu'un d'autre qui ne peut pas les faire, qui n'a pas envie de les faire, qui n'a pas le temps de les faire, et tu lui ramènes puisque c'est un de tes voisins, et vous partagez les frais d'essence et le temps que tu as passé un peu en magasin. Et ça s'appelle courseur. Et du coup, j'applique la recette de l'entrepreneuriat, à savoir faire attention à sa trésorerie, euh, manager une équipe, trouver les bonnes compétences, laisser de la liberté, de l'autonomie aux gens, faire du développement, aller trouver de l'argent, convaincre, faire de la com, etc. Et voilà, c'est un peu Mais dans un le but toujours en mélange. suivant tes Bah, il y a valeurs et tout, ce que ouais, tu... exactement, ouais. Ouais, c'est des valeurs sociales, c'est comment on fait du lien entre les générations, comment on résout un problème qui est la perte d'autonomie en zone rurale, comment on aide bah, nos anciens, mais c'est nos parents, c'est nos grands-parents, qui ne sont pas numérisés, comment on les aide à être autonomes parce que c'est un enjeu sociétal hyper fort, on a une population qui vieillit, on entend des choses sur les conditions d'accueil des personnes âgées dans dans les centres hospitaliers ou autres, dans les maisons de retraite. Et on se dit, bon, bah, il faut vraiment. Pourquoi notre génération n'aurait pas un rôle à jouer pour aider notre ancienne génération, enfin ceux qui sont nos parents, nos grands-parents, et en plus qu'on diminue l'impact environnemental. Et en plus que ça apporte un peu d'argent et qu'on augmente le pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est l'aboutissement, et qui n'est qu'un aboutissement à l'instant T, mais Ouais. qui est l'aboutissement de toutes ces créations de Ces Respire, expériences, ouais. d'ONG, d'expériences, donc d'expériences militantes et d'expériences pures, de commerce pur, où forcément, si ta trésorerie, elle ne suit pas, ben, tu t'effondres et ta boîte, elle ne survit pas et c'est fini. Et ça apprendre à trouver un peu un équilibre entre tout ça et puis montrer aussi que tout peut cohabiter en fait. Enfin que... Tout peut cohabiter, Voilà. ouais. Et surtout aussi, si tu mets des valeurs d'abord au centre de l'attention, au centre de ton intention, et que tu connais un peu les fondements de la mécanique économique, euh, il y a de grandes chances de succès. La passion pour atteindre des objectifs de valeur est bien plus profitable que si tu te dis je sors d'école de commerce, je veux faire un business absolument. Ouais. Et tu trouves un truc pour faire du business. Et bon, si c'est pas incarné et s'il n'y a pas d'intention, ça marchera moins bien. Ouais, mais en tout cas, Je c'est... trouve. ouais. Non, mais c'est un parcours hyper intéressant, hyper varié. Et puis tu vois qu'il y a eu vraiment une évolution pendant toutes ces années. Et vraiment chouette. Du coup, Se remettre en question, ouais. Ouais, C'est hyper important. mais c'est un beau message en tout cas. On arrive à Ouais. la fin de cette interview déjà. Ouais. Alors J'ai beaucoup parlé, hein. mais c'est ce qu'on attend de, c'est ce que j'attendais, donc ça tombe très bien. Alors j'ai d'autres petites questions à te poser pour terminer. Ici Ouais. à la bascule, on est assez sensible à la musique et aux émotions qu'elle peut transmettre. Ouais. Du coup, je voulais te demander si tu devais choisir une chanson pour résumer un peu ton parcours, une qui t'aurait inspiré plus qu'une autre ou accompagné, peut-être dans les étapes de ton évolution, ce serait laquelle? La Une première qui te vient, chanson. ouais. En fait, la première qui m'est venue, c'est Once I Was Loved de Mélanie Gardot. Ok, super. Euh, c'est la musique aujourd'hui qui me fait frissonner. Tu vois, d'en parler, ça me fait frissonner Ouais, maintenant. Alors, à écouter sur un très bon système de son, ouais. assez fort, ou au Mhm. casque posé. Et ouais, j'aime bien parce que c'est cette idée que bah, un jour j'ai été aimé. Et en fait, je crois que c'est une de mes plus grosses problématiques psycho que je règle depuis des années. C'est euh, je pense pas que j'avais le droit d'être aimé. Donc ça, c'est mon problème à moi. Mm. Et à chaque fois que je le disais, ça me faisait même un peu pleurer. Et du coup, bah, cette chanson, je dis bah oui, en fait, il y a des gens qui m'aiment. Et j'ai pas besoin d'aller prouver par des respires, par la petite chaufferie, des bars. J'ai pas besoin d'aller prouver à l'extérieur par des actions immenses. Mm. En fait, il y a des gens qui m'aiment. Et donc, cette chanson me le rappelle régulièrement et que donc, je Que tout commence est un lié petit aussi, peu ouais. à lever le pied et à comprendre que euh, il faut aussi se recentrer.
c'est important parce que l'entrepreneuriat peut aussi être une fuite en avant pour ne pas regarder ce qu'on a à l'intérieur et qui on est à l'intérieur. Top. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être se sentent un peu démunies pendant cette période de transition qu'on est en train de vivre, mais qui souhaiteraient agir à leur niveau pour justement apporter eux aussi leur pierre à l'édifice de ce nouveau monde, cette nouvelle ère qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais, foncez, faites des erreurs le plus rapidement possible, sans ego, sans trop d'ego, juste ce qu'il faut pour avoir ce moteur de l'action. Faites des erreurs, entourez-vous, laissez-vous critiquer, n'arrivez pas avec des idées comme ça de but en blanc, mais améliorez votre idée, c'est échouer le plus vite possible avec son idée, c'est confronter ses idées, impliquez-vous dans une asso, dans un petit truc. Commencez par un petit truc, mais faites quelque chose. Parce que apprendre à entreprendre, c'est comme apprendre à jouer au Scrabble, c'est comme apprendre à communiquer, à avoir des relations, c'est apprendre à jouer de la guitare. On va faire des fausses notes. Dès le début, on va en faire. Mais c'est le chemin logique et c'est le chemin normal. Donc, il faut y aller et ne pas avoir peur d'échouer parce que c'est pas un échec. Chaque erreur, chaque râteau qu'on se prend avec une fille, c'est le meilleur moyen de savoir que c'est pas comme ça qu'on va choper la prochaine fille, qu'on va faire un meilleur mot au Scrabble ou qu'on va faire une meilleure mélodie à la guitare. Donc, foncez, faites des erreurs, mais toujours en vous disant que vous ferez mieux la prochaine fois et vous allez voir un jour. Et même si vous n'aboutissez pas à ce que vous avez commencé, vous aurez commencé à le faire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous construire, vous étoffer, vous responsabiliser, prendre de l'épaisseur et que vous allez forcément faire des grandes choses. Que tout est une question d'expérience, finalement. Exactement. Il faut accepter que c'est un chemin qui est long et que vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous ne saurez pas jouer Astorias à la guitare du premier coup. Et ni au bout de la première année, si ça se trouve. Écoute Sébastien, merci beaucoup pour ce partage, pour tous ces beaux messages que tu as diffusés au fur et à mesure de cette interview. Avec plaisir. Appelez-moi, envoyez-moi, poquez-moi sur LinkedIn, sur Facebook, si vous avez besoin d'en discuter. Je suis toujours ravi d'échanger et à mon tour de contribuer à transmettre s'il y en a qui veulent entreprendre. Super. Écoute, merci encore. Et puis, merci Lucie et bravo pour ce podcast. Plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Sébastien d'avoir accepté de se livrer en toute authenticité pour ce nouvel épisode du podcast de La Bascule. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens et des sources mentionnées dans la barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si vous appréciez notre travail, rappelez-vous que vous pouvez le soutenir à tout moment en laissant une note sur la plateforme ou en partageant directement sur vos réseaux les épisodes qui vous ont le plus touché. On se retrouve dans quelques jours avec un nouvel épisode rempli de bonnes ondes, avec cette fois-ci la voix de Laura pour vous accompagner. À bientôt!